Donc, Ouais. comment est-ce que vous expliquez, en fait, ce que vous faites à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois? Ah! Alors, souvent, je vais dire que je suis planétologue. C'est-à-dire que j'étudie, ce qui se passe sur les autres planètes, alors du système solaire ou autour des autres étoiles, donc en dehors du système solaire. Et alors souvent, on pourrait dire que je suis, astrophysicien et il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a créé une fiche Wikipédia et qui a mis que j'étais astrophysicien. Mmh. Depuis, les journalistes disent toujours que je suis astrophysicien. Mais moi, j'avoue que, le Big Bang, la cosmologie, j'y connais pas grand-chose et j'étudie finalement quelque chose qui est beaucoup plus proche pour nous, c'est-à-dire les environnements ailleurs, sur les autres planètes. Donc on pourrait presque y aller, quoi. Donc, parmi ces planètes, j'étudie pas tout, il y en a beaucoup, des mondes, des lunes, des astéroïdes, tout ça. M'intéresse tout particulièrement aux endroits, au monde où il y a des atmosphères, donc qui ressemblent finalement pas mal à la Terre. Et donc, ça fait pas mal de mondes à explorer, parce que dans le système solaire, il y a 10 mondes qui ont des atmosphères, donc avec des environnements, des nuages, le vent, etc. Et puis, autour des autres étoiles, on imagine qu'il y en a des milliards. Mmh. D'accord. Alors vous avez, dit que vous étudiez les planètes et du coup après vous aviez dit que vous étudiez donc les lunes et donc vous regroupez tout sous l'appellation planète? Alors Tous les oui, corps célestes en fait, c'est ça? j'ai fait un abus de langage, D'accord. c'est-à-dire qu'il y a les planètes, ça a une définition, ce sont vraiment des mondes qui tournent autour du Soleil, et qui ont suffisamment gros pour être tout seuls sur leur orbite autour du Soleil. Et puis il y a les lunes, donc les satellites. Par exemple, je ne sais pas, la Lune autour de la Terre, bien sûr, mais il y a d'autres lunes qui sont très connues, comme Europe autour de Jupiter ou Titan autour de Saturne. Alors, ce n'est pas très connu pour le grand public, mais pour nous, c'est vraiment des mondes entiers. C'est des mondes fascinants, très compliqués, presque aussi intéressants qu'une planète. Et puis enfin, il existe des petits mondes qu'on appelle souvent des planètes naines, et qui sont des planètes qui tournent autour du Soleil, mais elles sont trop petites et donc elles partagent leur orbite avec d'autres corps. Par exemple, tout le monde connaît peut-être la ceinture des astéroïdes. Ah Et ah, là, oui. il y a plein de petits rochers, enfin des petits corps qu'on appelle astéroïdes. Et parmi ces astéroïdes, il y en a qui sont vraiment gros. Par exemple, une qui s'appelle Cérès, et on appelle ça une planète naine. Et puis une autre planète naine qui est très connue, c'est Pluton, qui était Oui, c'est longtemps ce que une vraie j'allais dire, planète ouais. Mmh. et qui a été reclassée en planète naine. Mais tout ça, ça n'a aucune importance. C'est de la nomenclature. Pour prendre un exemple avec l'Australie, c'est un peu comme si pendant longtemps on avait dit que l'Australie était un continent, et puis qu'un jour on a dit oh bah non, c'est quand même pas très grand, on va dire que c'est une île. Une île, Ça OK. change rien pour les Mmh. kangourous et ça change rien pour D'accord. les habitants de Melbourne et même les géologues australiens, ça change rien pour eux. C'est le même endroit, la même géologie, donc voilà. Donc, alors vous étudiez les planètes. Je pense qu'il y a beaucoup de petits garçons ou petites filles qui rêvent d'être astronautes. Est-ce que c'était ce que vous vouliez faire également ou elle est venue d'où cette vocation? Eh bien oui, astronaute, disons que, j'ai grandi en voulant, comment dire ça? Être explorateur, en fait. Mhm. Donc toute ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, de plongée sous-marine, et bon, moi, je faisais beaucoup de maths et de physique aussi et j'ai fait des études d'ingénieur et je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais faire comme ça un peu d'aventure, j'avais envie d'aventure comme beaucoup d'adolescents, hein, c'est pas très original. Et un certain nombre de hasards dans la vie m'ont amené à finalement devenir ingénieur dans le monde spatial. Et au bout de quelques années comme ingénieur, je me suis rendu compte que le meilleur travail là-dedans, ce n'était pas d'être ingénieur, mais un autre métier qui est légèrement différent, qui s'appelle chercheur, donc d'être vraiment dans la recherche scientifique. Et donc, je suis rentré en France à cette époque-là, j'avais fait ingénieur aux États-Unis. Je suis rentré en France pour faire une thèse. Pour devenir chercheur, il faut faire une thèse de doctorat, un Mhm. PhD, comme on dit en anglais. Et ensuite, je suis devenu chercheur. Et ensuite, je me suis rendu compte que toute la recherche, euh, le monde des chercheurs, en fait, c'est un monde d'explorateurs. Donc, moi, j'ai la chance de faire une recherche qui est associée à une forme d'exploration avec des robots. Je travaille aussi avec des astronautes, donc j'ai cette excitation-là. Malheureusement, je n'ai pas pu devenir astronaute, je n'ai pas eu l'opportunité. Mais par contre, je me suis rendu compte que même les chercheurs qui étudient des choses qui semblent un peu abscons, la structure du cristal de zirconium,
eh bien, c'est aussi des explorateurs. C'est tout aussi excitant. Donc, je suis devenu tardivement un fan de science en général. D'accord. Donc, en fait, votre intérêt, votre passion pour les planètes, c'est fait plutôt sur le tard en découvrant donc ce domaine-là. Mais avant, c'était surtout explorer finalement la planète Terre, donc dans ses hauteurs et dans ses bas-fonds. Et Oui, puis, ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, ouais. Et vous étudiez beaucoup Mars, notamment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fascine à propos de Mars? Alors, Mars, oui. Alors, beaucoup des mondes du système solaire sont vraiment fascinants, hein. J'ai mentionné Titan, j'ai mentionné Pluton, il y a aussi Vénus, les planètes géantes, enfin, il y a toute une grande liste de mondes vraiment fascinants. Mais c'est vrai que Mars, par rapport à tous ces mondes, a un intérêt particulier. La raison déjà, c'est il se trouve que c'est un monde qui est plus facile d'accès, hein. Après la Lune, c'est le monde le La plus planète facile la plus d'accès pour proche. des Mhm. robots et un jour pour des astronautes. Donc, on l'étudie aussi pour préparer une des futures missions habitées avec des humains. Et puis, par ailleurs, pareil, de tous les mondes du système solaire, c'est le monde qui ressemble le plus à la Terre. Et ça lui donne un intérêt particulier parce que, un peu de même qu'en médecine, on étudie les autres animaux pour mieux comprendre le corps humain. Donc, on fait l'anatomie comparée, la biologie comparée. Mhm. Et bien, quand on étudie la Terre, par exemple le climat de la planète Terre, c'est intéressant d'étudier les autres atmosphères pour mieux comprendre comment fonctionne la Terre. Et de ce point de vue-là, Mars ressemble vraiment beaucoup à la Terre. Donc, c'est un peu comme quand on étudie un chimpanzé. Tandis que Vénus, ça ressemble à un Ok. poulpe. C'est quelque chose de très exotique, quoi. Donc, Mars, ça ressemble beaucoup à la Terre pour plein de raisons. C'est une petite Terre, hein, Mars, désertique, un peu plus Mhm. froide parce qu'elle est 1,5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, donc il y fait un peu plus froid. Une atmosphère de dioxyde de carbone. Mais à part ça, c'est comme une petite Terre désertique. La durée du jour, donc la planète tourne sur elle-même comme la Terre, est de Mhm. 24 heures Ah, 40 minutes, pareil. donc c'est presque comme Ah oui. pareil Mhm. que sur Terre. Il se trouve que le phénomène qui régit les saisons, qui fait que on a les journées sont courtes en hiver, plus longues en été, il y a la nuit polaire ou le jour polaire, etc. C'est l'axe de rotation, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Ouais. planète par rapport au plan de l'orbite. On appelle ça l'obliquité. C'est presque la même chose sur Mars. Donc, on retrouve le même rythme des saisons. Et puis, par exemple, pour ce qui me concerne, je m'intéresse beaucoup à l'atmosphère. On retrouve la même chose que sur Terre, des dépressions et des anticyclones et des tempêtes aux moyennes latitudes. Et puis, quand on va sous les tropiques, il y a des vents alizés, des vents de Ok. mousson. Bref, ça ressemble énormément. Alors, donc, Mars est intéressant de ce point de vue-là, d'autant plus que, là, je vous parlais de la planète Mars actuelle, mais quand on regarde la géologie de Mars, on voit quand Mars était jeune, dans un lointain passé, il y a 3,5, 4 milliards d'années, Milliards. Ah oui. Mhm. milliards. Mhm. La planète date de 4,5 milliards d'années. Et donc, dans sa jeunesse, il y a encore une fois 3,5, 3,8 milliards d'années. Eh bien, on voit, il se trouve que sur Mars, la surface est vraiment ancienne. La moitié de la planète date de cette époque-là, la moitié de la surface. On le voit parce qu'il y a elle a gardé les marques de beaucoup d'impacts. Il y a beaucoup de cratères d'impact parce que Mhm. beaucoup d'astéroïdes se sont écrasés et année après année ont marqué la surface. Eh bien, dans ces terrains-là, on voit partout qu'il y a des traces de rivières, de lacs, d'eau liquide. Il y a peut-être eu des mers, en tout cas, il y a eu on voit des deltas, et on voit que Mars, à cette époque-là, ressemblait encore plus à la Terre, puisqu'il y avait des lacs et des rivières d'eau liquide. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, la vie est apparue sur Terre grâce à l'eau liquide. Donc, on se pose la question de savoir si la vie est apparue sur Mars à cette époque-là. Donc, ça lui donne ça la rend extrêmement intéressante parce que on peut aller, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on envoie des robots, par exemple, des robots géologues, on va dire, qui vont, par exemple, au fond d'un ancien lac aujourd'hui asséché, mais il y a encore des strates et des strates de sédiments sur des centaines de mètres, et on peut regarder est-ce que quelque chose s'est passé là, alors on aimerait bien trouver un coquillage ou un Fossile. fossile de homard, Mhm. mais on va surtout chercher des traces de molécules fossiles ou voir s'il s'est passé quelque chose. Alors, soit il y a eu vraiment la vie, soit il ne s'est rien passé du tout, ce qui est quand même intéressant. Pourquoi il ne s'est rien passé du tout alors qu'il y a eu des lacs et des rivières d'eau liquide pendant des millions d'années? Ou alors il s'est passé quelque chose d'intermédiaire entre le non-vivant et le vivant. Qui Entre le, serait... Qu'est-ce que ça peut être entre les deux?
Eh ben, il se trouve que sur Terre, on n'a aucune trace du passage de comment la vie a commencé. Mhm. Parce que sur Terre, la moindre bactérie est d'une complexité effarante. C'est très compliqué, il y a l'ADN, tout est incroyablement bien organisé. Et on ne trouve rien sur Terre, aucune trace de ce qui s'est pas comment dire, de l'émergence de la vie, de l'origine de la vie. Comment on est passé par exemple, de molécules du type, par exemple, qu'est-ce qu'on peut connaître? Des acides aminés, par exemple. On trouve beaucoup d'acides aminés dans la nature, dans l'espace même. Dans les comètes, il y a beaucoup d'acides aminés. Tout Ok. ça est tombé sur Terre et sur Mars il y a des milliards d'années. Donc, il y avait dans les lacs, faut imaginer les petites mares, là, les petits étangs, il y avait probablement des acides aminés. Mais ça, ce sont les briques élémentaires du vivant, mais c'est très simple par rapport à une bactérie. Comment tout ça a créé des choses vivantes et même des molécules aussi compliquées que l'on trouve que dans la biologie, que sont les protéines, tout le monde connaît ce mot-là, les protéines, ou l'ADN. Mhm. Eh bien, tout ça, on ne sait pas comment ça s'est formé. C'est très compliqué à faire naturellement. Alors, peut-être que sur Mars, en enquêtant, on va trouver dans certaines strates bien protégées des étapes intermédiaires entre le vivant et le non-vivant. Donc, ça nous permettra de mieux comprendre comment la vie a démarré. Et évidemment, ça a un impact important parce que non seulement ça nous dira que la vie a démarré ou a presque démarré sur Mars, mais en plus, si on voit ça, ça nous dira que partout où il y a un peu d'eau liquide, quelque part, donc par exemple ailleurs dans la galaxie, autour d'autres étoiles, on pense qu'il y a beaucoup de planètes qui sont peut-être couvertes d'eau liquide, d'océans. Ça veut dire que la vie démarre partout. Et ça, c'est une question énorme. Est-ce que dès qu'on a de l'eau liquide pendant un certain temps, la physique et la chimie fait qu'une forme de vie démarre, ou au contraire, il faut une chance incroyable? Eh bien, la réponse est peut-être sur Mars. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'on est seul dans l'univers ou... La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir un avis. Parce que ce que je peux répondre, que en fait, on mène l'enquête et l'enquête progresse. C'est une question qui date de toujours. Il y a des milliers d'années, on se demandait, enfin, quand on a compris peut-être qu'il y avait d'autres mondes, y a-t-il d'autres terres ou d'autres mondes comme le nôtre? Y a-t-il d'autres terres ailleurs? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les grandes questions incroyables. Eh bien, on mène l'enquête et l'enquête progresse parce que, eh bien, il y a 25 ans maintenant, on a découvert qu'il y avait des planètes autour des autres étoiles. Et pendant les dernières 25 ans, on a démontré qu'en fait, presque toutes les étoiles de notre galaxie sont entourées de planètes. Il y a 30 ans, on ne le savait pas. On Hmm. n'en était pas sûr du tout. Bien sûr, quand on regarde Star Wars ou la science-fiction, on a l'impression que c'est évident qu'il y a des planètes partout. Mais en fait, il existait des théories, par exemple, qui disaient que peut-être pour créer des planètes, il faut que deux étoiles se frôlent et que l'une arrache un peu de matière, et c'est ça qui crée des planètes. Ça veut dire que ce serait extrêmement rare. Et puis finalement, bon, on a d'autres théories pour expliquer comment les planètes se créent. Et, et donc, on a pu ensuite maintenant démontrer qu'il y a des planètes partout. Alors voilà, première étape, oui, il y a des planètes partout. La deuxième question, c'est est-ce que parmi toutes ces planètes qu'on a découvertes, on en a découvert 4000, mais en faisant des statistiques, on a pu démontrer qu'il y en avait des milliards dans notre galaxie. Dans une galaxie, il y a peut-être 100 ou un peu plus milliards d'étoiles. En plus, il y a plus de 100 milliards de galaxies. Bref, il y a beaucoup d'étoiles et donc de planètes. Mais parmi toutes ces planètes, maintenant, l'enquête suivante et qu'on va qu'on va mener dans les années à venir, dans les décennies à venir, c'est de savoir si sur certaines de ces planètes, il peut y avoir des océans d'eau liquide. Est-ce que, comme sur Terre? Sur Terre, on voit bien que ce qui a fait la particularité de la planète Terre, c'est qu'elle est couverte d'océans d'eau liquide depuis toujours, quasiment. Depuis 4 milliards d'années, il y a de l'eau liquide tout le temps. Donc la vie a pu évoluer, se complexifier, former des animaux, il n'y a pas si longtemps que ça, puis des êtres intelligents, enfin je ne suis pas trop sûr, enfin des êtres capables de construire des radiotélescopes pour essayer de communiquer avec d'autres planètes, on va dire ça. En tout cas, donc la grande question est de savoir s'il y a d'autres planètes qui bénéficient d'avoir un océan à la surface, et ce n'est pas évident. Il y a plein de raisons de penser qu'il a fallu des conditions très spéciales sur Terre pour qu'elle maintienne comme ça un océan d'eau liquide. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt, dans quelques années, pouvoir observer les atmosphères, le climat sur les autres planètes
autour des autres étoiles, donc ils sont extrêmement loin, hein, c'est très Mhm. dur à observer. Mhm. Et puis comme ça, mener cette enquête-là. Alors après, on pourra dire, ah bah en plus, on a découvert qu'il y a plein de planètes avec des océans d'eau liquide. Il restera la question suivante, c'est de savoir si, quand on a de l'eau liquide, est-ce que la vie démarre C'est ce que j'allais demander. systématiquement ou au Mhm. contraire c'est exceptionnel? Mhm. Eh bien là, la réponse est peut-être par exemple sur Mars, comme je racontais à l'instant. Ou alors elle est peut-être aussi, dans le système solaire, il n'y a pas beaucoup d'eau liquide, mais on a quand même découvert des océans d'eau liquide, non pas à la surface, comme il y a eu autrefois sur Mars, mais sous une croûte de glace, autour de lunes, enfin sur des lunes autour de Jupiter et Saturne, par exemple. Donc ce sont des mondes, des petits corps, des petites lunes, qui sont très riches en eau. À la surface, c'est couvert d'une couche de glace très froide, mais si on va à quelques kilomètres de profondeur, eh bien, on trouve un océan d'eau liquide. Et on a très envie d'aller voir dans cette eau liquide pour voir s'il y a des poissons, des Bah oui, crevettes. mais là, vous pouvez pas. Enfin, il n'y a pas de robots qui ont pu aller sur ces planètes. Donc, C'est vrai. comment vous faites pour pouvoir dire qu'il y a de l'eau sous. Enfin, parce que concrètement, vous n'avez pas pu creuser. Comment on fait pour Ah voir oui, oui, dessous? c'est une bonne remarque. Alors, d'abord, on est presque certain qu'il y a de l'eau, mais il faut parfois le démontrer. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est comme une enquête de policier, en fait. On a rassemblé beaucoup d'indices Mhm. convergents qui racontent la même chose. Alors, par exemple, si je prends, on va prendre deux exemples qui se ressemblent un peu. Il y a une lune qui s'appelle Europe autour de Jupiter et une petite lune qui s'appelle Encelade autour de Saturne. Et les deux, donc, ce sont des mondes, si vous voyez les photos, c'est très brillant, c'est couvert de glace toute blanche, très froide. Mais alors, on voit déjà des choses, on voit que il y a des failles dans cette glace, et par ces failles, il y a des espèces de geysers. Il y a de l'eau Ok. qui jaillit là, et ça fait un espèce de spray comme ça, un geyser qui jaillit dans l'espace. Ensuite, pour ces mondes-là, on peut mesurer, on fait des mesures en envoyant on n'a pas envoyé des robots dedans, mais on a envoyé des satellites, des sondes spatiales autour. Et ces sondes, on peut mesurer la gravité, on peut regarder comment la planète tourne. Et par exemple, un petit peu, vous connaissez cette expérience quand on fait ça, quand on prend un œuf et quand il est dur, on le fait tourner, et Oui. s'il est dur, quand on l'arrête, il ne repart pas. Et puis s'il est encore cru, donc avec du liquide à l'intérieur, quand on l'arrête, il repart. Ça veut dire qu'on peut regarder les petits mouvements, il est perturbé par la présence de Jupiter ou Saturne, les autres satellites, et on peut voir ces petits mouvements, et en faisant des calculs savants, on peut regarder s'il y a du liquide. Waouh. On a Ok. fait aussi, c'est qu'on a regardé le comportement, alors c'est pareil, c'est de la vraie physique, la science, le comportement du champ électromagnétique, par exemple généré par Jupiter ou Saturne, et quand il passe, comme il y a un océan d'eau salée, l'eau salée c'est conducteur, et ça perturbe le champ. Et on fait des calculs et on peut démontrer qu'il y a là certainement un océan d'eau salée. Donc ça fait beaucoup d'indices convergents, et puis donc on pense vraiment, oui, qu'il y a de l'eau liquide sous la surface d'Europe et sous la surface Hmm. d'Encelade. Mais on continue à mener l'enquête. Par exemple, l'Europe et les États-Unis ont prévu d'envoyer des missions dédiées à l'étude de ces mondes-là. On appelle ça des mondes océans maintenant. Les mondes océans, Bah, Ocean World. alors, pour un explorateur, ça fait totalement rêver la dénomination, c'est clair. Bien sûr. Le seul inconvénient, c'est que par contre, quand on essaye de concevoir des robots qui pourraient passer à travers la glace et aller nager comme un sous-marin dans ces océans, eh ben, on se rend compte qu'on n'y arrive pas du tout. C'est un obstacle Énorme. incroyable Ah bah oui. techniquement parce que la glace est très très froide, elle est très dure, et puis si on la chauffe, il faut une énergie incroyable. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est comme on sait que l'eau jaillit par certaines failles, des fois ça fait des espèces de coulées, ben, on va aller voir ces coulées et puis voir si dans ces coulées qui sont gelées à la surface, eh bien, il n'y a pas des cadavres de crevettes ou des poissons morts. J'exagère un peu, mais Ah on va ouais, mener enfin une trace de plutôt, vie, quoi. Ouais, ouais. on va commencer comme ça, Waouh. en cherchant des traces de vie dans l'eau qui est sortie de l'océan. C'est plus facile que d'envoyer un robot à l'intérieur. Alors, même si on rêverait de faire ça, c'est une science-fiction folle, et ce serait possible. Mais d'envoyer un sous-marin dans les océans d'Europe ou d'Encelade, ça c'est formidable. Mais qui sont à... Parce qu'évidemment, il y a aussi la distance que mettrait un robot, enfin le temps que mettrait un robot pour couvrir cette distance et se rendre sur Encelade et Europe. Ils sont à combien en fait de temps de voyage de la Terre?
Ah C'est bah, plus loin que Mars déjà, donc oui, c'est plus loin que Mars. Pour Mars, on met typiquement 6 mois pour y aller. ouais. Mais Mars, quand elle est au plus proche de la Terre, elle est, on va dire, on compte dans notre jargon, on utilise ce qu'on appelle les unités astronomiques, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. C'est un peu ça qui nous sert d'étalon. Ça fait OK. 150 millions de kilomètres. Mais quand on dit 150 millions de kilomètres, on ne se rend pas compte ce que ça fait. Alors, Mars, c'est 1,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. C'est pas très Mmh. loin. Mmh. Par contre, Jupiter et tous ses satellites est 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Donc pour y aller, il faut, on va dire, 4 fois plus de temps, ça 2 ans? dépend si on ne fait qu'y passer ou si on veut se mettre en orbite. Si on veut s'arrêter, il ne faut pas y aller trop vite. C'est un peu comme quand on envoie une balle à quelqu'un. Si on veut D'accord. juste envoyer une balle à côté, on peut l'envoyer très fort et elle va passer à côté de lui. Par contre, si on envoie un œuf et on veut qu'il l'attrape, on ne va pas l'envoyer trop fort. On va faire une petite cloche, une petite courbe et on va aller moins vite. L'image que j'utilise est exacte, hein. C'est exactement ça qu'on fait. Donc, quand on veut mettre une sonde en orbite, on l'envoie un peu Waouh! moins vite, et on Mmh. la voit, elle fait une cloche comme ça autour du Soleil, et hop, Waouh! Mmh. elle atteint Jupiter. Mmh. Alors, dans ce cas-là, il faut 4 ans à peu près. 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est un Et, travail de patience en plus, ouais, ouais. voilà. Et puis, pour Saturne, c'est encore 2 fois plus loin que Jupiter. 10 fois la distance Terre-Soleil. Et donc là, on met un peu plus on accélère un peu, et donc on met 6-7 ans, quoi. Voilà. 7, D'accord. 8 ans. Mais on a déjà envoyé des sondes. On sait le faire, hein. On a actuellement, autour de Jupiter, il y a une sonde formidable qui s'appelle Juno. Autrefois, on a mis une autre sonde qui est toujours en orbite, mais bon, qui ne fonctionne plus, qui s'appelait euh, Galileo. Autour de Saturne, on a mis une mission spatiale extraordinaire qui s'appelait Cassini, avec un petit robot qui s'appelait Huygens, qui est descendu dans l'atmosphère d'un autre monde fascinant qui s'appelle Titan, sur lequel il y a des lacs, mais ce ne sont pas des lacs d'eau liquide, ce sont des lacs de méthane liquide. Ça n'empêche pas que c'est fascinant parce qu'il y a des lacs, des rivières, des canyons, il pleut. C'est un monde extraordinaire, mais très froid, puisque ce n'est pas Waouh! de l'eau qu'il y a, c'est du Mmh. méthane. Mais ça fait des très très beaux paysages. Bah oui, parce que quand vous parlez de l'eau, alors j'ai plusieurs questions sur l'eau qui me sont venues, mais quand vous parlez de l'eau sur Mars ou sur donc d'autres corps, c'est la même composition que l'eau qu'on connaît de la Terre, c'est-à-dire H2O et on pourrait la boire ou alors c'est une forme d'eau différente? Non, non, l'eau H2O, c'est l'eau, il y en a pas, D'accord. ça n'a rien de particulier, c'est vraiment un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Par contre, l'eau H2O, il y en a vraiment beaucoup partout en fait. Il faut vraiment des phénomènes très particuliers pour qu'il n'y ait pas d'eau quelque part. En fait, de l'eau, il y en a partout. Mais presque partout, elle est sous forme de glace ou de vapeur. Ce qui est difficile, c'est d'avoir de l'eau liquide. Eh ben oui. Pour euh, avoir de l'eau liquide, il faut être dans une gamme de températures assez précise. On le sait tous, nous sur Terre, on est habitués. Mais on sait bien que dès qu'il fait froid, l'eau, elle est gelée. Dès qu'il fait chaud, elle s'évapore, voire elle bout. Et donc, pour avoir de l'eau liquide, sur Terre, c'est très bien. Mais ailleurs, c'est très, très difficile d'avoir de l'eau liquide. Donc, c'est pour ça que c'est très rare. Donc, de l'eau H2O, il y en a partout. Par contre, de l'eau liquide, c'est très rare. Et par ailleurs, quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que c'est très précieux, entre guillemets, au sens où la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais aussi telle qu'on peut l'imaginer, si on demande à un chimiste, eh bien, elle s'appuie alors sur des molécules avec du carbone, euh, mhm. mais en solution dans l'eau liquide. C'est-à-dire que pour faire toutes ces molécules extraordinaires, j'ai mentionné tout à l'heure l'ADN, les protéines, les lipides, les membranes des cellules, tout ça, ça se fait toujours avec de l'eau liquide. D'ailleurs, et cette chimie-là est d'une richesse extraordinaire. Et les chimistes explorent toutes les molécules qu'ils peuvent, hein, que ce soit avec du carbone sans eau liquide, avec eau liquide, ou avec d'autres atomes comme le silicium, etc. Et en fait, la chimie du carbone dans l'eau liquide, ça produit 99% des molécules qu'on connaît. Donc c'est une richesse incroyable. Donc c'est pas par hasard peut-être que la vie s'appuie sur l'eau liquide avec du carbone. Du carbone, il y en a beaucoup, de l'eau H2O, il y en a beaucoup. Ce qui est dur, c'est d'avoir de l'eau liquide. Il faut savoir que sur Terre, partout où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie, il n'y a quasiment pas d'exception. Même si elle est quasiment bouillante, si elle est ultra salée, ultra acide, dans les nuages avec des gouttelettes, il y a de la vie active qui se reproduit, qui mange, avec du métabolisme, etc. Et puis dès qu'il n'y a pas d'eau liquide, par exemple quand l'eau gèle ou qu'il fait trop chaud,
et ben, la vie s'arrête. Donc c'est très simple, sur Terre, eau liquide égale vie. Alors on se pose la question de savoir si ailleurs, dans le système solaire et dans l'univers, c'est le cas aussi. Alors on a très envie de mener l'enquête. Mais oui, c'est ce que j'allais aussi vous demander, c'est que vous semblez assimiler les conditions de vie avec la présence de l'eau. Et bah, souvent, ce qu'on entend dans les documentaires, par exemple, sur l'espace, c'est bon, telle planète, bon, l'atmosphère, ça va pas, ou les températures sont trop extrêmes, ou et puis il n'y a pas d'eau, et donc elle ne peut pas abriter la vie. Mais je me dis, mais la Toujours la vie même telle que nous, histoire. on la connaît, mais Ouais, peut-être qu'elle se développe, elle a besoin d'autres conditions pour se développer qui sont ouais, différentes. c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu chauvin, si je peux Ouais. utiliser ce mot. Mhm, Je crois que ça existe en anglais, on dit chauvinistique. mhm. Yep. En tout cas, c'est un peu chauvin, un peu euh, terreau-centré de dire ça. Alors oui, les chercheurs ne sont pas chauvins en réalité. Ils aimeraient bien imaginer une vie qui s'appuierait, qui pourrait se développer dans le plasma des étoiles à 6000 degrés. Pourquoi pas une physique un peu folle. Ouais. Mais d'abord, on n'a pas le quart du début d'une idée de savoir comment ça pourrait exister. Et en plus, on n'est pas sûr de savoir la reconnaître. Or, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que quelque chose des raisons chimiques et physiques universelles font que la chimie du carbone dans le liquide est extrêmement riche, alors que la chimie du carbone dans d'autres conditions est beaucoup, beaucoup moins riche. Pauvre. Ok. Et puis alors, je ne parle même pas de la chimie d'autres atomes basés sur d'autres éléments que le carbone. On parle très souvent d'une chimie qui est très riche, qui est la chimie du silicium. Pour ceux qui ont fait un peu des études scientifiques, le silicium est dans la même colonne dans le fameux tableau des éléments de Mendeleïev. Vous vous souvenez, on apprend ça au lycée. Ouais, très vaguement, parce que alors moi, j'étais pas forte, hein. Et donc, ça fait pas mal de liaisons, ça fait aussi pas mal de molécules, mais rien à voir avec ce que peut faire le carbone. Le carbone, bah, c'est tout ce qu'on connaît, c'est la vie, mais c'est aussi tous les plastiques, énormément de produits qu'on utilise dans notre vie quotidienne, qui n'ont rien à voir avec la vie, sont basés sur le carbone. Il se trouve que c'est un élément d'une puissance, d'une capacité à créer des molécules diverses, donc tout ce qu'il faut pour la vie, énorme, le carbone. D'accord. Donc, qui semble indispensable et qui semble la base enfin, l'élément de base qu'il faudrait après. Oui. Tel qu'on connaît, Mm. mais aussi tel qu'on peut l'imaginer. Mais si on trouve, bien sûr, j'ai des collègues, par exemple, vous savez, j'ai mentionné tout à l'heure ce monde qui est à côté qui est en orbite autour de Saturne, qui s'appelle Titan, sur lequel Mhm. il y a des lacs et des rivières de méthane liquide. Eh Mhm. bien sûr, j'ai des collègues qui se posent la question de savoir s'il pourrait y avoir une vie qui se développe dans Dedans. ces lacs Mhm. de Mhm. méthane. Oui, Yeah. il se trouve que ces lacs, en plus, ils sont alimentés par toutes sortes de molécules carbonées très compliquées qui viennent de l'atmosphère, parce qu'il y a plein de réactions chimiques incroyables qui se passent dans cette atmosphère. Donc, ça paraît idéal. Alors, il y a pas mal d'équipes scientifiques qui étudient ça, mais généralement, ils sont très prudents parce que déjà, par exemple, pour que le méthane soit liquide, il faut qu'il fasse moins, moins 170 degrés. Il fait ultra froid. Et alors là, quand il fait aussi froid, eh bien, toutes les réactions chimiques sont très, très, très lentes. Ralenti. Ouais, sur Ralenties, ouais. Terre, pareil, sur Terre. Mais Bah, non, c'est un phénomène physique qui fait que quand il fait très froid, toutes les réactions chimiques sont ralenties. Donc, s'il y ok. avait une vie dans ces lacs, il serait extrêmement lent. Tout serait très extrêmement lent. Alors peut-être qu'on pourrait trouver une vie qui se reproduirait en 1000 ans et puis qui évolue. Voilà, Ah, tout est ok. possible. En tout cas, Ouais. on mène l'enquête, on mène l'enquête. Ouais, ouais. C'est bien, ça ouvre vraiment des possibilités. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est le travail de plus d'une vie et on n'aura pas les réponses tout de suite. Mais en revanche, est-ce que vous pensez que euh, l'homme va pouvoir aller sur Mars et potentiellement y vivre ou de notre vivant? Vous pensez que ça va pouvoir se faire dans les années à venir? Alors c'est une bonne question parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va envoyer des hommes sur Mars dans 20 ans. Donc évidemment, on peut se poser la question de savoir si ça arrivera un jour. Alors moi, je pense que oui. Ouais. D'abord, il faut dire que c'est faisable techniquement. Il n'y a pas de, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à construire, à développer. Par exemple, il faut construire un vaisseau spatial suffisamment grand, extrêmement autonome, qui Mhm. permette de faire le trajet aller. Le trajet aller, c'est typiquement 6 mois. Mhm.
Ensuite, il faut se mettre en orbite. Il faut descendre dans l'atmosphère. Donc ça, on ne sait pas encore faire. On sait le faire avec des petits robots, mais avec une véritable navette spatiale, je dirais, c'est quand même, il faut beaucoup de calculs et de travail d'ingénieur. Ensuite, il faut vivre à la surface. Ensuite, il faut construire une fusée pour redécoller. Parce que sur la Lune, la gravité est très faible, donc un petit module avec un petit moteur fusée, ça suffisait. Mais Mars, c'est plus gros. Alors, c'est intermédiaire entre la Lune et la Terre, mais il faut une assez grosse fusée. Vous l'avez peut-être vu si vous avez vu ce film qui s'appelle The Martian, Seul sur Mars en Ah français. oui. Je me rappelle pas C'est les quand même détails, mais je l'avais vu. c'est une assez grosse fusée qu'il faut. Donc, il faut la construire, il faut la remplir de carburant, puis ensuite, il faut rentrer. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de projets, de difficultés, et donc, il faut des centaines de milliards de dollars. Il faut payer tous les ingénieurs pour construire tout ça. Ça va coûter très, très cher. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait depuis, alors qu'on a marché sur la Lune il y a plus de 50 ans, eh bien, on n'a pas encore envoyé quelqu'un vers Mars. Mais les choses sont en train de changer. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quasiment 40 ans, 50 ans que l'homme dans l'espace, on a pris vraiment l'habitude. C'était Soyouz, c'était la navette spatiale américaine. Depuis 20 ans, la Station spatiale internationale. Et puis voilà, on est habitué à ça. Mais les choses sont en train de changer. D'abord, vous avez vu, il y a des nouveaux vaisseaux spatiaux côté américain avec Elon Musk. la capsule Crew Dragon de SpaceX. Et puis bientôt, il y aura un autre petit vaisseau spatial qui s'appellera le CST-100 en français, donc le Starliner, qui est fourni par Boeing. Bon, ça, c'est des petites capsules, c'est juste pour desservir, pour aller à la Station spatiale internationale. Mais parallèlement, la NASA développe un troisième vaisseau spatial, une capsule qui s'appelle Orion, et qui permettra cette fois d'aller dans ce qu'on appelle le Deep Space, donc d'aller autour de la Lune, voire au-delà. Et ça, c'est nouveau. Et puis, elle construit une super fusée pour aller là-bas. Et puis, vraiment, on projette de retourner sur la Lune. Alors, officiellement, aux États-Unis, on dit un homme et une femme vont se poser sur la Lune en 2024. Et ça, c'est peut-être un peu de la propagande de Donald Trump. Mais ça arrivera peut-être en 2025, 2026, mais bientôt, quoi. Et puis ensuite, eh bien, officiellement, les agences spatiales, commencées par la NASA, souhaitent préparer la mission vers Mars. Autrefois, on pensait que pour que cela arrive, il faudrait qu'il y ait un nouveau Kennedy, une espèce de guerre froide qui, comme dans les années 60, justifie un budget énorme. Le budget de la NASA a été multiplié par 10, c'était devenu 4% du budget fédéral américain, et c'est ça qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune dans les années 60. C'était incroyable. Depuis, on l'a pas refait, mais ça coûte cher. D'accord. C'était une question d'ego, en fait, avant. Donc, c'était la guerre froide, c'était plus que ça. C'était vraiment... il fallait montrer au monde que, comme les Russes avaient commencé avec beaucoup de succès, avec Sputnik et Gagarin, il fallait montrer que les Américains, ce n'étaient pas que des cow-boys. Les Américains voulaient montrer ça, et parce que peu à peu, le monde commençait à se dire, OK, les Américains, c'est des cow-boys, et les vrais scientifiques, les vrais ingénieurs, c'est les Russes. Et donc, ils avaient absolument besoin de démontrer que le système marchait aussi côté États-Unis. Et puis, il fallait en être. Il y avait tout le côté militaire. Il fallait bien montrer qu'on avait des missiles, que l'espace n'était pas laissé aux Russes. Bref, il y avait pas en fait, si on y pense, il y avait pas moi, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Les Américains avaient besoin de démontrer. Alors, ils n'étaient pas obligés d'aller sur la Lune, mais c'était quand même très efficace pour maintenir, comme par ce phénomène de soft power, leur puissance sur leur monde et leur domination, entre guillemets. Je pense que ça a contribué beaucoup, quoi. Ne serait-ce que dans l'imaginaire des gens partout dans le monde. Alors, je reviens. Parce qu'on n'y est pas encore, là, pour l'instant. Vous me dites qu'il va falloir pouvoir faire ci, ça. Donc, de notre vivant, ça commence à faire... Enfin, c'est pas pour demain, quand même. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on commence à réaliser que même s'il faut au total beaucoup d'argent, on se rend compte qu'avec le budget de la NASA actuel, qui est assez élevé, mais raisonnable, eh bien, on devrait pouvoir, d'ici 20, 30 ans, envoyer des missions vers Mars. Donc maintenant, ça paraît plausible parce qu'il y a une volonté. On développe tout ce qu'il faut on commence à développer du matériel pour cela, une super fusée, des capsules, bientôt une petite station autour de la Lune très autonome. Bref, on commence à construire, à apprendre ce qu'il faut pour aller vers Mars. Et puis, on estime maintenant qu'avec le budget de la NASA, sans le multiplier par 10, eh bien, une mission vers Mars est probable.
Un danger qui guette ce projet, c'est si la NASA, et peut-être avec d'autres agences spatiales partenaires, décident, avant de préparer une mission vers Mars, de construire une station permanente sur la Lune, alors ça va avoir le même effet que la fameuse Station spatiale internationale, qui est là depuis 20 ans. Ça va consommer toutes les ressources et on n'aura plus d'argent Ah. pour préparer le voyage vers Mars. Donc ça reculera le voyage vers Mars, pour moi, hein, c'est mon analyse, Mhm. de 20 ans. Mhm. Encore plus 20 ans. Ça remet le voyage vers Mars dans 40 ou 50 ans au lieu de 20 ou 30 ans. On aimerait Mais bien bon, pouvoir le voir, hein, mais bon. c'est bien de dire ça. Il y a des gens qui disent que c'est ridicule, qu'il ne faut pas mettre d'argent dans l'exploration spatiale. Il y a un débat aussi. Ça coûte cher, donc il faut quand même le justifier. Ce n'est pas évident. Donc attention, autant les robots qu'on envoie, ils sont chers, mais leur prix est justifié par la science, c'est-à-dire que c'est un prix comparable avec un télescope, un accélérateur de particules, une grande expérience de physique. C'est pareil, c'est le même ordre de grandeur de prix. Par contre, envoyer un homme sur Mars, là, c'est un prix énorme et qui ne se justifie plus par la science. Alors, il y a un peu comme à l'époque d'Apollo, il y a d'autres justifications. Hein. Il faut, ne serait-ce que parce que, par exemple, les Chinois sont de plus en plus présents dans l'espace et les Américains, les Européens vont vouloir être, quoi qu'il arrive, à la table des négociations pour discuter d'éventuels nouveaux traités par rapport à l'exploitation de l'espace, l'organisation de l'espace. Et puis, il y a toujours ce prestige. Et puis, par ailleurs, l'homme dans l'espace se justifie par plein d'autres arguments. Un argument que j'aime bien, par exemple, c'est qu'il a été démontré de manière assez convaincante que ça fait un tel effet, cette idée d'être astronaute et les aventures des astronautes, que ça crée énormément de vocations d'ingénieurs et de chercheurs scientifiques dans un pays. Or, c'est très, très, très important d'avoir des ingénieurs et des chercheurs scientifiques dans un pays. Si les jeunes se disent « Oh, bah non, faire des maths et de la physique, c'est fatigant, je vais plutôt faire la musique ou du business », bah, c'est embêtant, ça va amener un déclin du pays. Quoi qu'il arrive, il faut de la recherche scientifique et des bons ingénieurs. Donc, il y a tous ces arguments-là. Puis, au final, bah, il faut que les contribuables, les taxpayers, soient d'accord pour payer. Mais la science ne justifie pas. Donc, on peut faire de la très bonne science avec des humains, mais la science ne suffit pas à justifier le voyage vers Mars. Donc, il y a quand même un débat. Ok. Bon, pour l'instant, les astronautes de demain qui se préparent à se lancer sur Mars dans une trentaine d'années, ils s'entraînent là à leur voyage de 6 mois avec les confinements mis bout à bout. Je pense qu'ils commencent à, à s'habituer à rester dans un espace réduit parce que c'est aussi ça, enfin, le voyage, il faut être une équipe. Enfin, c'est comme quand on va, voilà, vous avez passé, je pense, un hivernage en Antarctique. Il faut être capable de rester, enfin, je sais pas si c'était un hivernage d'ailleurs, mais Non, je n'ai pas fait un hivernage. Par contre, c'est vrai, c'est une bonne remarque parce que j'ai effectivement eu la chance d'aller en Antarctique et en particulier avec les Italiens, nous Français, nous avons une base extrêmement isolée au milieu de l'Antarctique, sur le plateau, entre donc l'hiver, hein, c'est pendant l'été en Europe, hein, donc à partir du mois de la mi-mars jusqu'à la mi-octobre, il fait moins 70 ou moins 75 tout le temps et il fait nuit une grande partie du temps. Et pendant 9 mois, vous avez 12 personnes qui hivernent. Et comme moi, j'y étais l'été dernier, donc l'été, c'était jusqu'en février, j'étais un des derniers à partir, donc je lui ai dit au revoir aux 12, et je les connais bien. Et donc, je suis en contact avec eux régulièrement. Et comme je m'intéresse au voyage vers Mars, j'interagis avec l'un d'eux, et qui est nul autre qu'un médecin. Ce n'est pas le médecin de la base, c'est un autre médecin qui est payé par l'Agence spatiale européenne pour étudier la vie, le travail en équipe dans un environnement aussi hostile. Donc, ils ne sont que 12. Cette année, il y a 8 hommes et 4 femmes. Il y a des Français, il y a des Italiens, donc il y a le côté multiculturel, il y a le côté mixte. Et puis, il y a le côté environnement hostile, c'est-à-dire que si le système de chauffage ou la centrale électrique tombe en panne, ils vont mourir. Alors, il y a plein de systèmes redondants, mais ils doivent faire très attention. S'il y a un incendie, ils sont en grand danger. Donc, ils s'entraînent beaucoup. Donc, il y a des points communs. Alors, bien sûr, par contre, ils n'ont pas le risque, c'est moins dangereux que d'aller jusqu'à Mars. Mais il y a des points communs. Et la semaine dernière, j'ai fait un entretien sur Zoom par satellite avec
ce chercheur de l'Agence spatiale européenne, et on a discuté, j'ai enregistré toutes ces réflexions par rapport au voyage vers Mars. Et il en est sorti, il m'a dit, donc là, leur hivernage touche à sa fin, ça fait 9 mois qu'ils sont que 12, tout le temps. Ouais, ouais. Et j'ai posé plein de questions sur le côté international, le côté mixte, le danger, etc. Et lui m'a dit, finalement, pour lui, le point le plus important, c'est qu'il faut sélectionner des gens qui sincèrement, donc ce n'est pas le cas de tout le monde, qui ont une volonté d'être gentils, d'être bienveillants, et ne revendiquent jamais les choses pour eux. Et il m'a dit, c'est très très net dans un hivernage, puisqu'au bout de 9 mois, avec toujours les mêmes personnes dans un environnement pareil, on ressent très très nettement cela. Et il a dit, c'est quasiment que ça qui compte. Ensuite, on ne s'ennuie pas, l'ennui n'est pas quelque chose de gênant, les tâches qu'on a à faire, ce n'est pas gênant, le stress parfois quand il y a un début d'incendie ou quelque chose comme ça, c'est pas, tout ça fait partie de la chose. Le plus important, c'est les contacts entre personnes. Bah oui. Et est-ce que les risques qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que dans une vie normale, dans le cadre du travail, dans son entreprise ou un laboratoire. Là, c'est très particulier. Donc, il faut quand même sélectionner les gens pour qu'ils aient une bienveillance naturelle et sincère, profonde. Voilà, Ouais. c'est ce qu'il a dit. On le voit dans Pour les le reste, films je pense que c'est pas américains un sur. problème d'aller vers Mars. Ouais. Parce qu'il faut, oui, parce que quand il y a une brouille dans l'équipage, comme on voit dans les films, justement, où ils vont dans l'espace, etc., c'est souvent une question de psychologie. S'il y en a un qui pète un plomb ou que deux personnes veulent prendre des décisions différentes en cas de danger, c'est. Ouais, là, il faut bien Alors, s'entendre. je me suis pas mal intéressé à ce sujet, par ailleurs, ce n'était pas la première fois. Et quand on apprend énormément de choses, évidemment, dans l'histoire de l'exploration, parce qu'il y a quand même des explorations polaires en particulier, où des équipages réduits ont passé littéralement 3 ou 4 ans dans un danger extrême. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que l'autre aspect qui est très difficile, où même des gens bienveillants, etc., vont peut-être avoir un comportement dangereux, c'est lorsque par exemple, si un chef, un responsable, le capitaine ou je ne sais quoi, le commandant de la mission, il y a un danger mortel et le commandant fait un choix et le reste de l'équipage pense que ce choix va être mortel, il va les tuer. Et là, il peut y avoir des mutineries. Ouais. C'est très rare, mais c'est l'autre danger. Il y a les petites disputes qui fait que l'équipe va dysfonctionner par petits détails, met en danger le projet et va le rendre très difficile. Et puis l'autre problème, c'est quand tout l'équipage est en danger de mort suite à un accident très grave et que l'équipage n'est pas d'accord avec le choix que souhaite faire le commandant. Donc c'est des sujets intéressants, il y a de la psychologie, mais ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que il y a un autre domaine où on a un savoir-faire énorme, c'est les militaires. Quand on fait la guerre, on a des groupes qui sont en danger de mort, et c'est pour ça que dans l'armée, on enseigne une discipline de fer, c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec son commandant, on n'a pas le choix, la question ne se pose pas de ne pas être d'accord. Mais ça n'existe que dans un cadre militaire. Ça ne marchera pas dans une mission vers Mars parce que la hiérarchie sera moins forte, chacun d'eux étant aussi compétent que l'autre. Ben oui, ouais. Et puis, il ne sera pas en danger d'être fusillé s'il n'est pas d'accord. Donc, mais le gestion des groupes en danger de mort se fait, la méthode la plus efficace, c'est la méthode militaire, mais bon, elle n'est pas applicable à Mars. D'accord, super intéressant. C'est un sujet un tout petit peu différent, mais que j'avais envie d'aborder. C'est que donc j'ai cru comprendre que vous modélisez des environnements. Donc je ne sais pas si c'est seulement climatique parce que vous avez parlé de l'atmosphère ou aussi géologique ou enfin par exemple l'environnement de Pluton ou celui de Vénus ou de ce que vous avez évoqué. Et je me demandais, donc sur votre site, vous dites qu'il y a comment on dit en français, des applications scientifiques innombrables. Je me demandais si vous pouviez donner des exemples, parce que je me demandais à quoi, enfin, quel est le but en fait de les modéliser, qu'est-ce que ça nous apporte à nous par rapport à, je ne sais pas si c'est par rapport à l'étude de la Terre ou si c'est vraiment pour des buts sur ces planètes-là. Vous pouvez en parler un peu?
Oui, bah, alors, déjà, la démarche scientifique, elle est très classique, hein. L'idée, c'est que on fait des observations et puis on regarde si on comprend ce qui se passe. Ce qu'on fait très souvent, c'est on calcule et on regarde si on comprend. Par exemple, rappelez, autrefois, nos ancêtres astronomes, ils mesuraient l'orbite de Mars, l'orbite de Saturne, et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'il y avait des équations qui expliquaient exactement ce qui se passait. Et tout d'un coup, on se dit, ah, bah, on comprend, Mars tourne autour du Soleil, avec les forces de gravité, voilà. Mhm. Donc nous, on fait la même chose maintenant sur quelque chose qui semble beaucoup plus compliqué. Ce sont les atmosphères, les systèmes climatiques de toutes ces planètes. Par exemple, sur Mars, je vous ai dit qu'il y avait des vents de telle manière, des nuages qui se forment là, mais pas là, des calottes polaires, des glaciers, énormément de choses. Donc, pas seulement l'atmosphère, mais aussi les conséquences du climat, le givre, la neige, les glaciers, etc. Et ce que l'on fait, c'est que maintenant, avec les ordinateurs modernes, on peut mettre non pas un seul calcul, mais on peut créer carrément des simulateurs numériques qui recréent la planète uniquement à base d'équations universelles. On fait comme si donc on prend une sphère dans notre ordinateur, on lui donne à peu près la forme de Mars, par exemple, on la met, on fait comme si elle tournait autour du Soleil, on la fait tourner, on met du CO2 dessus et on regarde ce qui se passe en calculant toutes les équations de la mécanique des fluides pour faire les vents, on fait les équations thermiques, on regarde les rayons du Soleil qui arrivent, ils chauffent, ils sont réfléchis, ils diffusent dans les nuages. Tout ça, c'est des équations. Tous ces phénomènes physiques, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont D'accord. décrits par ce qu'on appelle des équations différentielles qui sont en nombre limité. On les résout, on a appris à les résoudre avec toutes ces années. Et donc, on essaye de faire une planète complètement virtuelle, uniquement à base d'équations. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça marche. On arrive assez bien à simuler. Des fois, c'est bluffant. C'est-à-dire qu'on on a notre modèle de Mars, on va envoyer une sonde spatiale. Par exemple, moi, je travaille beaucoup, en ce moment, c'est même mon activité du jour, sur les mesures météo d'une sonde qui a atterri sur Mars il y a 2 ans, qui s'appelle InSight, qui est un atterrisseur là, sur 3 pieds. Alors il est là pour mesurer les tremblements de Mars avec un sismomètre, mais c'est aussi une très bonne station météo. Alors la sonde arrive, elle fait des mesures météo, le vent, et on compare avec ce que prévoit. Donc c'est une prédiction qu'a fait notre modèle. Et ben ça marche super bien. Toutes les ondes, les dépressions, les anticyclones, le vent, comment ils changent en fonction de la saison. Le modèle se débrouille très très bien, donc c'est très amusant. Alors attention, des fois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est encore plus intéressant. Ça veut dire il y a un phénomène physique, par exemple, qu'on n'a pas compris ou carrément qu'on a oublié. On se dit, ah, mais pourquoi il se passe ça? Puis d'un coup, on va se dire, ah, mais oui, parce qu'en réalité, on a oublié que dans le sous-sol, il y a de la glace qu'on ne savait pas qu'elle était là et qui a tel effet. Et c'est pour ça que les températures ne sont pas comme on pensait. Ah, c'est comme ça qu'on découvre D'accord. la glace dans le sous-sol. Ah, waouh. OK. Des choses Mhm. comme ça. Mhm. Alors, d'où viennent ces modèles? En fait, on ne les a pas inventés pour les autres planètes. On les a inventés pour la Terre au départ. Ce sont les modèles qui, historiquement, ont servi qui servent à faire les prévisions météorologiques, donc qui sont vraiment à base d'équations, Mhm. et Ah, surtout OK. qui maintenant servent à calculer le changement climatique. Qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, quand on aura mis plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Hmm. Donc, ce sont des modèles importants. Ah oui, Et très actuel. Mhm. en quelque sorte, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on prend ces modèles qui ont été développés pour la Terre et on les teste sur les autres planètes. Et donc, d'abord, on apprend beaucoup sur ces planètes, mais c'est vrai que quand des fois on trouve qu'il y a un phénomène qui est mal représenté, par exemple, pour donner une petite histoire, quand on a appliqué ces modèles-là à la planète Mars, au début, ça ne marchait pas bien. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas bien du tout, donc ça sautait aux yeux que ça ne marchait pas bien. Que dans les termes de l'équation qu'on utilisait pour résoudre ce qu'on appelle la mécanique des fluides, les mouvements de l'atmosphère, on avait négligé un terme qui était un petit peu compliqué. On s'est dit, oh, ben celui-là, il va être négligeable et il ne va pas compter. On l'enlève. Mais en fait, sur Mars, il comptait beaucoup. Alors, on l'a remis. Et ensuite, on a dit à nos collègues terrestres, on travaille vraiment au même endroit, tous ensemble, on a dit, bah, attendez, maintenant qu'on l'a développé, vous devriez le prendre en compte sur la Terre. Et quand ils l'ont pris en compte sur Terre, tout à coup, alors que le modèle jusqu'alors simulait très très mal la mousson en Inde, eh ben, il s'est mis à bien simuler la mousson en Inde. Ouais, donc il était important. D'accord. C'était important. En fait, Ah, c'était ce phénomène-là, on va dire.
c'était un effet subtil sur Terre, mais qui était très important sur une autre planète comme Mars. Alors, on a fait ça sur Vénus, sur des planètes géantes, et des fois, ça nous donne des informations. Donc, on peut tester les modèles, puis ça nous donne aussi une confiance dans le fait que même si, quand on simule la Terre dans 100 ans, c'est une planète qui n'existe pas, mais ça nous donne confiance dans le fait qu'un modèle comme ça, basé sur des équations universelles, eh bien, est capable de simuler un monde qu'on n'a pas encore observé. Donc, en fait, observer vos modélisations sur des corps célestes étrangers permettent d'amplifier les phénomènes et de pouvoir les ramener ensuite à l'étude de notre planète. Voilà, C'est ça. de tester les modèles et d'étudier des phénomènes qui sont subtils sur Terre et qui sont bien plus importants D'accord. ailleurs. Wow. Encore une fois, c'est un peu comme en médecine. En médecine, parfois, des biologistes vont étudier le comportement du foie d'une certaine grenouille, parce que cette grenouille, on voit qu'elle sécrète énormément de telles enzymes, telles molécules, alors que le corps humain, non. Alors, ils regardent pourquoi, ils voient, ah, c'est telle molécule, c'est telle cellule qui fait ça. Ils se disent, ah, mais nous, on en a aussi. Ah, mais c'est… Et puis, on comprend des choses. Et l'histoire de la médecine est remplie de découvertes qu'on a fait en étudiant des choses qui étaient évidentes chez d'autres animaux et qui permettaient d'expliquer pourquoi le foie se comportait de telle ou telle manière. Le foie, pourquoi est-ce que la colonne vertébrale est comme ça? On comprend mieux quand on regarde comment fonctionnent nos ancêtres chimpanzés, enfin nos ancêtres singes, donc ce n'est pas les singes chimpanzés, l'ancêtre commun que nous avons avec les chimpanzés. Alors, votre modélisation de la Terre donc dans 100 ans, est-ce que vous auriez une petite description à en faire? Alors, ça, c'est surtout mes collègues qui font ça, mais je dois dire que je travaille avec eux tous les jours. On partage vraiment, on travaille au sein de cette équipe-là. Eh bien, ces modèles-là, ce sont les fameux modèles qui sont construits non seulement dans notre laboratoire, mais dans d'autres laboratoires autour du monde, et dont on utilise beaucoup les résultats pour les rapports du GIEC, le fameux rapport du GIEC, là, du groupe intergouvernemental d'études du climat. D'accord. Et donc, comment on dit ça en anglais déjà, International Group of Climate Study, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un organisme de l'ONU. Et donc, ce que l'on voit, pour résumer, c'est les résultats que tout le monde connaît un petit peu, c'est que si on appliquait maintenant les accords de Paris de manière extrêmement forte, en réduisant de manière très active la production de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, en utilisant beaucoup l'énergie solaire, les éoliennes, en isolant les bâtiments, tout ce que tout le monde connaît, on en parle tout le temps. Alors peut-être qu'on pourra limiter ce réchauffement à 2,5 degrés. Par contre, si on attend un petit peu trop, si on réélit Donald Trump, j'exagère pas, hein, eh bien à ce moment-là, on va décaler peut-être cette transition vers l'arrêt de l'utilisation du charbon puis du pétrole de 10, 20, 30 ans. Et à ce moment-là, on va réchauffer la planète de 5, 6, 7 degrés. Oh, ça fait beaucoup, là. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que là, la planète qu'on simule mais pas pendant très longtemps, 2050, 2070, 2100, elle est totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, avec des déserts, des températures énormes sous les tropiques. Et puis, quoi qu'il arrive, alors ça n'arrivera pas immédiatement, mais disons dans plus de 100 ans, la montée des eaux de l'océan, qui, quoi qu'il arrive, va être considérable. Donc, quoi qu'il arrive, toutes les villes au bord de la mer vont être envahies par les eaux et vont devoir se déplacer. On le dit, on le répète, mais les gens ne s'en rendent pas compte. En particulier, les rapports du GIEC sont très souvent, se focalisent sur ce qui va se passer d'ici 2050, parfois 2100, et discutent jamais de ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que le grand public et tous les peuples autour du monde ne sont pas très intéressés pour savoir ce qui se passera en 2200.
Mais ce qui se passera en 2200, c'est vraiment impressionnant. Ouais, Voilà. Et tout le monde le d'accord. sait ce que je raconte, mais en tout Ouais. cas, quand on travaille dans ce domaine-là, tous les jours, on est très frappé par la réalité du changement climatique. Et Comme on vous est dites, ouais, abasourdi mmh. par le fait que des gens peuvent être sceptiques, comme Donald Trump et une grande partie des républicains aux États-Unis. C'est un mystère total. Surtout que moi, travaillant sur les autres planètes, l'atmosphère, je vois bien que, quelle que soit la complexité du modèle, si on multiplie par 2, par 3 la quantité de CO2 sur Terre, mais il n'y a pas besoin d'un modèle compliqué. Quoi qu'il arrive, le climat va changer. Donc, c'est inexorable. C'est inexorable. Donc, il faut faire attention. Vous avez raison que ce sont des choses que tout le monde sait et qui semblent quand même abstraites 2050 ou 2100. Finalement, c'est dans quoi deux générations, enfin c'est nos enfants et petits-enfants, etc. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous me disiez, avant qu'on commence l'interview, que vous vous déplaciez qu'à vélo? Peut-être que vous avez déjà un style de vie qui reflète ce que vous pouvez voir et que nous, on sait, mais ne pouvons pas forcément réaliser. J'aimerais bien, mais je suis loin d'être parfait, donc je ne donne pas de leçons. Mm. Pourquoi je dis ça? Alors oui, je me déplace à vélo. J'ai beaucoup investi dans l'isolation de ma maison. J'ai changé ma chaudière par une pompe à chaleur électrique. En France, on a de la chance parce que l'électricité est d'origine nucléaire, donc elle est, comme on dit, décarbonée, elle ne produit pas de CO2, donc c'est une bonne chose. Donc j'essaye de vraiment produire le moins de CO2 possible. Mais après cela, je ne donne pas de leçons. Pourquoi? Parce que dans mon métier, notamment par exemple si je vais en Antarctique ou si je participe à des missions spatiales, je voyage beaucoup en avion. Mhm. Alors j'essaye de réduire ces voyages-là, mais j'ai énormément voyagé. Mhm. Donc, je ne peux pas lancer la pierre. Je souhaiterais qu'on diminue tous ensemble notre production de CO2, mais je ne suis pas un exemple du tout parce que j'essaie de faire le maximum, mais j'ai tellement voyagé en avion que j'ai produit plus de CO2 que beaucoup, beaucoup de gens et j'en suis conscient. Je vais essayer de réduire les voyages en avion, mais je dois dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas toujours facile et deuxièmement, c'est que ça me rend triste car j'aime Ouais. beaucoup voyager. Mhm. Mhm. J'aime aller partout dans le monde, rencontrer les gens, j'aime aller en Antarctique ou dans d'autres mondes comme ça. Et donc, ça me rend triste de ne plus pouvoir prendre l'avion. Donc, j'espère qu'on découvrira un moyen de faire des avions qui ne produisent pas trop de CO2 pour qu'on Bah, il y a puisse les continuer à planeurs, hein, voyager. mais ça va être compliqué d'aller très loin. Ouais, ouais.